Donc aujourd'hui nous accueillons notre voisin finalement, Jean-Marie Pagès, qui travaille dans le laboratoire juste à côté, qui est une des personnes qui connaît le mieux le sujet évidemment dont il va parler, c'est-à-dire la résistance des bactéries, en particulier des bactéries gram-négatives, au travers des modifications de porines et de systèmes de perméabilité des membranes, et donc il a étudié ça sur différents modèles, et en particulier bien sûr sur des micro-organismes, sur des bactéries qui sont d'intérêt médical, que l'on rencontre chez les patients, notamment chez les patients hospitalisés. Donc on le remercie d'avoir accepté de donner ce séminaire aujourd'hui. Merci Michel. En fait, simplement je voudrais parcourir avec vous quelques étapes dans ce qu'on a coutume d'appeler la translocation d'une molécule, qui fait qu'une molécule qui est à l'extérieur d'une bactérie va à un moment donné ou à un autre se retrouver soit dans son endoplasme, soit dans son cytoplasme. Il est bien clair qu'au cours de cette aventure pour la molécule, le premier facteur qu'elle va rencontrer de blocage, c'est la membrane. Il va falloir qu'elle traverse la membrane, et en particulier dans les grammes négatifs, il va falloir qu'elle arrive à passer la membrane externe, et si il faut qu'elle aille dans le cytoplasme, aussi la membrane interne. Et ça nous amène à raisonner au niveau du mécanisme qui va prendre en charge la concentration intracellulaire de la molécule. Quel va être le rôle des membranes? Quand on parle de membrane, le corollaire immédiat, c'est quel va être le rôle des transporteurs qui sont associés à cette structure membranaire. N'importe quelle cellule vivante se protège de l'extérieur par la formation d'une membrane, et au sein de cette membrane, il y a des structures chargées d'assurer soit la pénétration, soit des flux de molécules qui sont soit indispensables, soit toxiques pour la cellule. Alors on va aborder un certain nombre de petits paramètres qui sont quand même importants pour définir ces deux processus. Dans la majorité des cas, la pénétration, donc l'influx, est un processus passif, c'est-à-dire qu'il est basé sur les règles de Fick concernant la diffusion des molécules à travers la membrane, et ne fait pas appel à une fourniture d'énergie, soit, par exemple, le potentiel de membrane, soit la dégradation de la TP. C'est une diffusion passive, ça ne veut pas dire que lors de cette diffusion, et vous allez le voir plus loin, il n'y a pas des interactions spécifiques entre les partenaires, qui sont par exemple l'antibiotique ou la porine. Le deuxième mécanisme de transport, c'est un mécanisme qui est complètement opposé au précédent, qui est le système des flux. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cas du système des flux, vous transportez une molécule, donc de l'intérieur de votre cellule vers l'extérieur, contre le gradient de concentration. Et à partir du moment où vous travaillez contre un gradient de concentration, il faut fournir de l'énergie. Que ce soit de la force protomotrice, un antiport ou de l'ATP. Et un peu à l'inverse de ce qui est dans le cas de l'influx, dans le cas de l'influx, on assiste à une large sélectivité. C'est-à-dire que ces transporteurs-là sont impliqués dans l'expulsion, le transport d'un grand nombre de molécules qui sont souvent différentes au point de vue structure. Alors si on avance un peu plus loin, on voit que la concentration intracellulaire d'une molécule, donc d'un antibiotique, d'un antiseptique, et ainsi de suite, c'est une balance entre le mécanisme qui va promouvoir l'entrée et le mécanisme qui va éjecter la molécule. Et cette balance, elle est basée sur un certain nombre de paramètres structuraux, comme par exemple la structure de l'antibiotique, la structure, la morphologie et la physiologie de la membrane, par exemple la concentration de protéines dans la membrane, la structure de lipopolysaccharide qui peut générer une barrière électrostatique, le système de diffusion. Ce qu'il faut savoir, c'est que les porines sont impliquées dans quasiment presque 75%, j'étais un peu pessimiste quand j'ai dit les deux tiers, 75% de la pénétration des antibiotiques qui sont actuellement utilisés, et aussi par exemple de l'activité au niveau des transporteurs chargés de flux. Quelle va être l'activité par exemple de la pompe à carbone C, qui est généralement décrite dans l'ensemble des antibactériens au niveau de la résistance. Donc il y a ces paramètres à prendre en compte. Alors si on va un peu plus loin, on va essayer de les définir, donc vous effrayez pas, ça sera la seule équation que je vais vous présenter. Comment on peut essayer de représenter mathématiquement ce système-là? Tout simplement, la concentration à l'intérieur de la bactérie et les fonctions des paramètres qui gouvernent la diffusion, diminuer des paramètres qui vont
impliquer soit l'expulsion, soit la modification de la molécule. Et donc vous retrouvez ici la loi de Fick qui fonctionne d'une constante associée à la structure de la molécule et du gradient de concentration delta phi sur delta x. Et à côté de ça, vous avez par exemple un certain nombre de paramètres associés aux caractéristiques de l'endroit. Le système des flux, il dépend de la système de la pompe des flux, donc son affinité, son expression, son efficacité, mais aussi des molécules qu'il va reconnaître et transporter. Suivant la taille des molécules et suivant leur charge, il est bien clair que l'affinité et l'activité du système sera pareille. Et enfin, la partie enzymatique d'interaction, tout simplement, un antibiotique vétérinaire, comme vous pouvez le trouver, scindé en 2 molécules actives, ainsi de suite. Donc, tout ça, il faut le garder à l'esprit. La concentration intracellulaire, elle va intégrer l'ensemble de ces paramètres. Que ce soit des paramètres qui sont intrinsèques à la molécule, mais aussi à la cellule chez laquelle elle va pénétrer. Alors, pour s'appesantir un peu plus au niveau de la pénétration, vous avez ici 2 représentations 3D des porines. Donc les porines, comme je vous l'ai dit, elles sont la voie royale d'entrée de tout ce qui est bêta-lactame et fluoroquinolone, ici lesquelles. Et en fait, elles sont constituées de 3 sous-unités. Chaque sous-unité présente un canal à l'intérieur de sa structure. Les 3 sous-unités sont très fortement associées, puisqu'il faut chauffer à des températures supérieures à 75 degrés en présence de SDS pour dissocier. Et à aucun moment, les canaux organisés de manière indépendante dans les sous-unités ne coalescent. C'est-à-dire que vous avez l'entrée du côté du milieu extérieur et le débouché dans le périplasme vers l'intérieur. Alors ces porines, qui ont été découvertes il y a maintenant plus de 35 ans, elles ont présenté très rapidement une caractéristique, c'est qu'on a très rapidement associé la présence des porines à un certain niveau de sensibilité ou de résistance vis-à-vis des bêta-lactames. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez ici, vous avez une souche qui est cultivée dans différents milieux. En fonction du milieu dans lequel vous cultivez cette souche-là, vous avez différents types de porines qui sont exprimés. Donc, en rouge, vous avez la porine OMP35, qui correspond à la OMP-F ou à la OMP-K35, respectivement chez Escherichia coli ou chez Klebsiella. Et la OMP36, en bleu, qui correspond à la OMP-C, à la OMP-K36, chez coli ou chez Klebsiella. Et en fait, vous voyez que lorsque on modifie, on module le niveau d'expression de ces porines, eh bien, pour certaines bêta-lactames, on observe une variation au niveau de la cellule. Et donc, ça a été la première chose qui a attiré l'attention des personnes qui travaillaient là-dessus. Sachant que ces porines-là, elles étaient quand même des protéines majoritaires, 10 puissance 5 copies par cellule, énorme. Et en fait, elles ont une très forte homologie, puisqu'on peut considérer qu'il y a presque 78% d'homologie exacte, acide aminé par acide aminé, entre les 2 types de porines. Et donc, immédiatement, on s'est posé la question, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui intervient là-dedans? Et d'autre part, il faut savoir qu'il y a une régulation très fine entre OMP-F, alors j'appellerai, c'est le terme générique pour les familles, type OMP-F et type OMP-C. Il y a une régulation très fine qui gouverne l'expression de ces porines en fonction de la température, de la force ionique, du pH. Et OMP-F est la porine qui est capable de présenter le canal le plus efficace, comme on le verra plus loin, à tout ce qui est petit solide. Alors, si on s'intéresse d'un peu plus près à, je dirais, l'histoire de ces porines et de leur expression en fonction d'antibiotiques, vous avez ici, chez plusieurs patients, des souches qui ont été isolées après un traitement RTAPN. Et on s'aperçoit qu'en fait, vous voyez que il y a des choses assez surprenantes. Par exemple, on va prendre la partie ici qui est intermédiaire, qui est la partie la plus émergente, je dirais, de l'iceberg. Vous voyez que lorsque la porine OMP35, c'est le même isolat qui a été suivi chez un même patient, la même souche qui a été prélevée en fonction du traitement de ce patient-là. Eh bien, vous avez une OMP35 qui est exprimée majoritairement ici, de la même façon que la OMP36. On observe un état où on a une augmentation, ou plutôt une baisse de la sensibilité à la RTAPN, à partir du moment où la porine OMP35 diminue. Et afin d'observer une résistance globale, il faut que les 2 porines soient absentes. Donc on a une espèce de corrélation
entre le type de porine présent et le type d'antibiotique à ce niveau-là. Et donc, immédiatement, vous vous repositionnez par rapport à ce qu'on a vu précédemment. Il y a bien quelque part un dialogue entre le type de porine, la structure fonctionnelle de la porine et la sensibilité. De la même façon, si on regarde, en fonction du terme de traitement, en immunopénème, eh bien on observe une modulation de l'expression, une régulation de la synthèse de la porine. Puisque dès la semaine numéro 3, eh bien, la souche est devenue résistante à la fois au céphépine et à l'immunopénème, et ça se traduit, ça s'appuie sur une disparition de porine. Vous voyez que la semaine 6, on a arrêté le traitement, et en fait ce qui s'est passé, c'est que la souche redevient porine plus, et on retrouve un niveau de susceptibilité plus élevé. Alors si maintenant on regarde ce qui se passe au point de vue de la cinétique de l'entrée, et on peut faire une cinétique d'entrée en utilisant par exemple du céphépine, et regarder en fonction du temps, vous voyez que c'est quelque chose qui se produit de manière très rapide, puisqu'ici c'est à l'échelle de la seconde, de 300 secondes, ici, et on regarde ce qui se passe par exemple chez une souche qui est sensible, un isolat sensible, qui présente une CMI de 0,5 à l'imipénème et de 2 au céphépine. Très rapidement, on assiste à un plateau, en l'espace de 300 secondes, on a quasiment atteint une concentration maximale dans le périplasme de la bactérie. Inversement, si par exemple on prend la souche 27, qui a une CMI de 16 et de 256 pour céphépine, vous vous apercevez que cette souche-là, on a une cinétique de pénétration qui est ridicule par rapport à la souche, à l'isolant normal. Alors j'attire votre attention sur la souche numéro 3, qui, comme vous le voyez, ne présente pas l'expression de OM35, mais synthétise OM36. Et cette souche-là, qui synthétise OM36, présente néanmoins un niveau de résistance qui est significatif. Et si vous regardez la vitesse de pénétration du céphépine, vous avez une vitesse de pénétration qui est très voisine de celle que vous observez chez la souche, pour laquelle il n'y a pas synthèse de porine. Et en fait, il a été montré que dans cette souche-là, il y avait une mutation à l'intérieur du canal de la porine qui modifiait toutes les caractéristiques électrostatiques et de conductance du canal. Et un certain nombre d'isolats ont été, à l'heure d'aujourd'hui, identifiés dans le monde, que ce soit chez Enterobacter, chez Coli et aussi chez Salmonelle. Donc ce système de mutation spécifique dans le canal, ce n'est pas le phénomène isolé. Donc ça, je dirais, c'est quelque chose qui est intrinsèque à cette entité qu'on appelle les porines. Mais à ce niveau-là, on a quelque chose qui a directement trait au passage, mais la bactérie est capable de mettre aussi en application un autre type de stratégie. En effet, vous vous rendez compte que si vous regardez ceci, vous avez des canaux, et on peut se poser la question de savoir si les canaux sont tout le temps ouverts, ou s'ils sont momentanément ouverts, partiellement fermés, ainsi de suite. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la bactérie, par elle-même, est capable de moduler l'ouverture du canal, tout simplement en synthétisant des polyamines. Alors les polyamines, si ça vous dit quelque chose, c'est des molécules qui sont en réponse à un stress de la bactérie, et parmi lesquelles on a spermine, spermidine, cadavérine, putrécine, ainsi de suite. Donc dès que la bactérie a affaire à un choc, que ce soit physique, chimique ou biologique, il y a tout un système de régulation qui met en place la synthèse et la production de cette classe de molécules des polyamines. Et ce qui est aussi d'intéressant, c'est que actuellement, une hypothèse qui semble se dégager, c'est que les systèmes des flux sont chargés d'éjecter dans le milieu cette classe de molécules. Mais chose intéressante, si vous prenez une bactérie et que vous la mettez en présence de polyamine, la polyamine est capable d'induire un niveau de protection vis-à-vis d'un certain nombre d'antibiotiques. Et si vous regardez les cinétiques de pénétration, donc de cette partie-là c'est la norfloxacine, dans cette partie-là c'est la céphépine, en présence de doses croissantes de spermine, mais vous apercevez que vous avez tendance à inhiber progressivement
la pénétration de ces deux antibiotiques. Donc tout se passe comme si la bactérie synthétisait et expédiait dans la module un certain nombre de molécules qui vont servir de clapet au niveau des porines et bloquer l'utilisation des porines pour les antibiotiques afin de pénétrer. Alors ceci n'est pas très étonnant quand on regarde un peu la structure de ces molécules-là. Ces molécules-là possèdent un certain nombre d'ammonium réactifs et au sein du canal de la porine, il y a un certain nombre de carboxyles sur lesquels ces ammoniums sont susceptibles de venir se fixer. Et se fixant, en fait, vous avez ici le canal de la porine, vu de l'extérieur, ou ici une vue transverse. Mais une fois que la molécule de polyamine se fixe au niveau des résidus carboxyles qui sont présents, elle est capable de créer une espèce de verrou au sein du canal. Et donc la création de ce verrou au sein du canal va moduler la vitesse de pénétration de ces antibiotiques que sont la Norflo ou le cefepime. Donc là aussi, vous avez affaire, je dirais quasiment, c'est un mécanisme de défense biochimique de la part de la bactérie. On ferme, on met le cap. Alors, à partir de cette large introduction sur le domaine, si on se résume, qu'est-ce qu'on peut décrire comme modifications qui vont être à la disposition de la bactérie pour moduler l'entrée de molécules toxiques? Dans ce cas-là, vous avez un niveau normal de synthèse de porine, et en fait, vous avez par exemple ici une bêta-lactamine ou une quinolone, donc ici c'est le cas de la bêta-lactamine, elle va utiliser le canal de la porine et pénétrer dans le périplasme où se trouve sa cible. La bactérie va avoir 4 grands types de moyens afin de générer un blocage de la pénétration. Tout d'abord, diminuer la synthèse de la porine. Et vous avez, chez certaines isolabactériens, une disparition complète de production de porine. Et on le trouve chez Coli, on le trouve chez Klebsiella, on le trouve chez Enterobacter, chez Salmonella, ainsi de suite. Quand on fait une analyse, il n'y a plus de porine dans l'animal. Le deuxième type de réponse, c'est une réponse qui, je dirais, est plus adaptée, c'est l'expression d'une porine ayant un canal qui est beaucoup plus restreint. Et l'exemple classique, vous vous rappelez une des premières slides, quand on produit la porine de type C, on a une sensibilité diminuée à un certain nombre de céphalosporines chargées. Et donc, en jouant sur l'équilibre homme C, homme F, homme 35, homme 36, homme K35, homme K36, la bactérie est capable de moduler la vitesse de pénétration de l'antibiotique. Ou elle peut alors synthétiser une porine mutée. Il y a une mutation, c'était le cas de l'isola numéro 3, où vous avez vu que bien que synthétisant la porine de type C, eh bien, une mutation dans le canal éliminait totalement la pénétration du cefepime. Alors, le dernier correspond à l'expression de polyamine, et on a cette fois-ci un blocage par clapet. Donc vous voyez l'arsenal de réponse dont dispose la bactérie. Il est bien clair que si la bactérie, tout au moins si lors du traitement on trouve l'émergence d'une porine mutée, on a affaire à un élément qui est très difficile après de réverser. Et effectivement, on s'aperçoit qu'il y a assez peu, malgré le fait qu'elles existent dans le monde, de porines mutées qui ont été décrites dans des isolats cliniques. La plupart du temps, on a affaire à des problèmes de régulation, d'expression, ou dans certains cas, de blocage biochimique. Et en fait, cette dernière partie est actuellement assez peu investiguée. Alors voilà un peu les mécanismes, et comment on peut essayer d'aller un peu plus loin afin de comprendre ce qui va se passer entre, d'une part, le vecteur d'entrée, la passerelle, le tunnel, le canal, ce que vous voulez, et le substrat, la molécule qui va être amenée à pénétrer la barrière afin d'exercer son activité. Donc il faut essayer de comprendre l'aspect moléculaire et l'aspect énergétique du mécanisme. Alors simplement pour aller un peu plus loin, voilà un peu la structure telle qu'elle est décrite actuellement et reconnue
dans le cas des taurines. C'est un tonneau bêta, 16 feuillets antiparallèles. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que toute la partie extérieure de ce tonneau expose des régions hydrophobes, ce qui permet son insertion dans la membrane. Et toutes les parties intérieures des résidus, les chaînes latérales chargées, sont rejetées vers l'intérieur du canal. Alors, vous avez ici quelque chose qui fait, à ce niveau-là, à peu près 9 à 15 angstroms de diamètre. Ici, vous avez un diamètre de l'ordre de 25 à 30 angstroms. Et ici, un débouché dans l'espace cytoplasmique de l'ordre de 15 à 20 angstroms. Donc, vous avez automatiquement, ici, simplement si vous regardez les dimensions, une région de constriction qui est, chez les anglo-saxons, l'aylet. Et au niveau de cette aylet, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que dans cette région-là, on a deux croissants de charge, fortement chargés, avec des résidus positifs, qui sont ici, portés par des arginines, et qui font face à un autre croissant de charge négative, amené par les carboxyles, des aspartiques et des glutamiques. Et dans cette région-là, on a affaire à un champ électrostatique intense de plusieurs milliers d'électrovolts, ce qui fait que, quelle que soit la molécule qui va traverser ici, elle va être contrainte, sous l'action de ce champ électrostatique, à avoir une orientation particulière. Et si je vous dis ça, vous voyez le parallèle qu'il y a avec votre molécule qui va traverser. N'importe quelle molécule qui va traverser, par exemple une bêta-lactamine, il y a des charges qui sont localisées à cette surface, et vu l'intensité du champ électrostatique, il va y avoir une orientation particulière de votre molécule de bêta-lactamine. Et c'est l'histoire de ce dialogue électrostatique, sur lequel nous travaillons déjà depuis de nombreuses années, qui commence enfin à nous donner les bases moléculaires du mécanisme. C'est un dialogue électrostatique. Ce dialogue électrostatique se produit pas à plat au cours de la traversée, et il va y avoir des frottements de type électrostatique entre les résidus chargés, mais aussi les parties hydrophobes, parce qu'il y a un certain nombre de résidus de tryptophane qui sont rejetés dedans. Donc vous allez avoir des interactions systématiques, le type d'interaction, leur force, leur nombre, tout ça va réguler la vitesse de pénétration de votre molécule. Et en fait, on peut se livrer à une cartographie énergétique du canal. Vous avez ici le canal, et vous reconnaissez ici la région de constriction. Et en fait, les parties rouges définissent les régions de plus forte énergie électrostatique. Et vous voyez que la chose la plus intéressante qui a été découverte, c'est qu'en fait, quand on fait cette espèce de cartographie électrostatique du canal, on a une accumulation de résidus chargés avant la région de constriction, et donc on a quelque chose comme une mise en condition de la molécule avant qu'elle pénètre au niveau de la région de constriction. Et tout le long de cette région-là, il va y avoir cet échange électrostatique entre la molécule qui pénètre et le canal. Et si on regarde ce qui se passe à ce niveau-là, c'est par exemple l'ampicilline, et bien l'ampicilline, lorsqu'elle va pénétrer, donc vous avez ici le vestibule, c'est-à-dire la région de pénétration du canal, vous avez ici la région de constriction, et vous avez ici le périplasme, et bien à chaque moment, votre molécule, elle va se retrouver à faire face à un seuil énergétique. Et qui dit seuil énergétique, tout simplement c'est la thermodynamique, eh bien il va y avoir une dépense énergétique. Et votre molécule, elle va, entre guillemets, payer un prix électrostatique afin de traverser. C'est-à-dire que chaque fois qu'elle va rencontrer, par exemple, si vous avez un H3+, localisé sur votre céphalosporine, quand il va rencontrer le carboxyle, il va y avoir un temps de contact. Et ce temps de contact va intervenir dans le calcul de la vitesse de pénétration. Et en fonction des acides aminés qui sont localisés dans cette région-là, vous avez par exemple ici votre carboxyle en 113, vous allez avoir un contact, par exemple, avec la partie positive localisée sur votre molécule d'ampicilline. Et le cycle ici aromatique de votre ampicilline va être en interaction avec la phénylalanine 118. Et tout ça, quelque part, ça va donner une milli ou une microseconde pendant laquelle votre antibiotique sera stacké à cette région-là. Et ce qu'il y a de particulièrement intéressant, ceci
c'est quand même un canal de type sauvage, c'est celui qu'on trouve dans la majorité des porines, eh bien, on peut essayer de voir ce qui se passe si on enlève le carboxyde qu'on remplace par un alène. Vous voyez la chute de la barrière d'énergie. Pourquoi? Parce que tout simplement, ici, la partie positive des chaînes sur votre ampicilline n'a plus en face d'elle le carboxyde en synthèse. Il a une partie qui n'est pas chargée et donc vous accélérez la diffusion. Et ce qui est quand même très intéressant à ce niveau-là, c'est qu'on s'aperçoit que naturellement, la bactérie a mis en place au cours de l'évolution un système qui lui permettait de cribler le type de charge qui allait pénétrer au niveau des porines. Quelque part, un mécanisme de défense avant l'heure, tout simplement, elle a organisé la structure électrostatique à l'intérieur de ce crible. Alors, comment on peut essayer de relier ces histoires-là? Vous allez me dire, bon, déjà dit, il nous a parlé de CMI, il nous a montré des structures, il nous a présenté de la modélisation, mais quelles sont les bases moléculaires, les vraies bases? Ce qu'on peut toucher du doigt. Parce que les modèles, c'est toujours beau, ils sont toujours magnifiques, ils donnent beaucoup d'idées, mais il faut encore démontrer qu'ils existent. On peut mesurer une activité pour vous en reconstituant la molécule, ce qu'on appelle une bicouche lipidique, et mesurer la vitesse de diffusion à travers ce canal des yeux. Tout simplement, vous créez votre membrane lipidique. Ici, il y a deux parois de téflon, il y a un port au milieu, vous reconstituez votre membrane, votre bicouche lipidique à ce niveau-là, et dans la bicouche lipidique, vous injectez votre produit. Si vous appliquez une DDP, à ce moment-là, chargez le système, et il va y avoir un flux d'ion qui va traverser le canal poreux. Et on peut mesurer ce flux d'ion. Ce flux d'ion correspond à la conductance. Et la conductance, c'est des paramètres physico-chimiques qui définissent l'activité des porines. Et vous voyez, si on regarde la conductance, ici 4 nanosiemens, c'est tout simplement le nombre d'ions qui transitent par le canal par unité de temps et par unité de protéine qui est insérée dans le membrane. Et vous voyez que la conductance de la porine F est 2 fois supérieure à la conductance de la porine C. En d'autres termes, une bactérie qui exprime comme F à la place de comme C est capable d'importer 2 fois plus de nutriments par unité de temps par rapport à sa voisine au niveau de la compétition physiologique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau de la sélectivité, vous voyez aussi que vous avez une différence. La sélectivité cationique est de 4 pour la F, de 26 pour la C. Ce qui veut dire qu'à côté de la vitesse de pénétration, toujours pareil, il faut garder à l'esprit la notion de charge et de dialogue entre les charges portées par la molécule et les charges représentées. Et si vous mesurez ça en fonction du temps, eh bien vous avez ici, chaque step correspond à l'ouverture d'un canal. Donc vous avez le premier canal qui s'ouvre, le deuxième canal qui s'ouvre, le troisième canal qui s'ouvre. Et on peut ainsi, en utilisant cette approche, essayer de s'intéresser à qu'est-ce qui se passe quand un antibiotique, l'ampicilline, va pénétrer, diffuser à l'intérieur du canal. Pourquoi? Parce que je vous ai dit qu'il y avait des moments où il y avait des interactions fortes au niveau des régions. Alors ce n'est pas du binding, moi j'appelle ça du frottement, et on est d'accord avec nos collègues physico-chimistes pour ce terme-là. Donc ce frottement, qu'est-ce qui va produire? Bien, toutes les molécules d'antibiotiques, si elles passent dans le canal et qu'elles créent ce frottement, pendant que le frottement est créé, on a une interruption courte du flux d'ion. Et le flux d'ion, il représente quoi? Il représente chaque étape de la conductance. Donc si l'hypothèse est correcte, lorsqu'on fait une mesure d'électrophysiologie de notre canal, et lorsqu'on rajoute, par exemple, dans un des côtés, une quantité d'antibiotiques, on va observer une modulation de la conductance, une chute des capacités de flux à l'intérieur du canal, puisque les frottements de l'antibiotique vont affecter cette vitesse de flux. Et donc, vous avez ici la conductance qui est mesurée
en l'absence de tout antibiotique. Donc vous avez le premier canal qui est ouvert, le deuxième canal qui est ouvert, le troisième canal qui est ouvert. Donc si vous vous rappelez ce que je vous ai dit, si dans un des compartiments, vous rajoutez un antibiotique, le frottement électrostatique va induire une micro-courure de courant, en quelque sorte. Mais vous voyez, le contrôle, vous rajoutez votre bêta-lactamine numéro 1 dans un des compartiments et vous fermez un des canaux à ce niveau. Dans le cas de la bêta-lactame numéro 2, vous avez une efficacité qui est moindre que celle de la première, et pour le 3 et pour le 4, on n'ouvre pas de variation significative. Donc, employant cette technique-là, en jouant sur le type de porine qu'on reconstitue, on est capable d'associer la vitesse de pénétration à un effet physique mesurable tenant en compte les paramètres physico-chimiques. Et donc, pour vous donner une idée, on peut faire la même chose avec ce que je vous disais, avec ce fameux mutant. Et vous voyez que dans le cas de la souche présentant la porine de type sauvage, en 10 millimolaires d'ampicilline, on a ce type-là d'effet sur les activités du canal. Dans le cas du mutant, dans lequel on a supprimé la canine, il passe beaucoup plus d'ampicilline, il y a un flux d'ampicilline, et on module de manière différente le canal. Mais on le ferme toujours. On augmente la fréquence du flux d'antibiotiques, mais on ne ferme pas le canal. Et donc, en utilisant ce type d'approche, on peut essayer de voir si les modèles qui ont été proposés sont corrects, ou comment essayer de faire évoluer le modèle. Parce que le but du jeu, c'est d'essayer d'avoir un modèle de plus en plus compétitif. Vous avez donc ici un certain nombre d'acides aminés qui vont présenter des liaisons de type pipi, c'est-à-dire cycle aromatique et cycle aromatique. Vous avez ici des résidus de type carboxyle, aspartique ou glutamique, et ici vous avez des arginines. Et vous voyez que le cas de l'ampicilline va traverser. Alors qu'est-ce qui se passe si on modifie cette fois-ci? Non plus les résidus de la porine, mais le type de charge à la surface antibiotique. Donc vous avez l'ampicilline et la benzylpénicilline. Et vous voyez que si vous faites une espèce de projection, vous pouvez associer un certain nombre de charges localisées à la surface de ces deux molécules avec des possibilités d'interaction au niveau des acides aminés qui sont localisés dans la région de constriction. Et donc, step by step, on arrive à avoir quelque chose qui va permettre de dire je pars d'une molécule qui est celle-ci, si je modifie cette chaîne latérale-là, je, théoriquement, vais améliorer sa vitesse de diffusion ou je vais la ralentir. Et à partir de ça, on peut à la fois faire cette partie-là et essayer de voir les CMI ou déterminer le rate clinique, c'est-à-dire le nombre de CFU en fonction du temps d'incubation, qui nous donne un accès à ce que j'appellerais la vitesse d'activité biologique d'une molécule. On fait l'électrophysiologie, on a une mesure de la vitesse physique d'interaction et de pénétration dans le canal, et on peut tirer, à partir de ça, un certain nombre d'informations en ce qui concerne le type d'interaction entre ici les NH3 venant des arginines ou les carboxyles venant des aspartiques ou des glutamiques. Et simplement pour vous donner une petite idée, je ne sais pas si ça va marcher, les collègues de l'université de Cagliari se sont amusés à essayer de faire une simulation, puisqu'en fait c'est ça ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui se passe au niveau de la cinétique, c'est de ne pas raisonner sur quelque chose qui est fermé, mais de voir un peu si au cours de la traversée, parce qu'en fait on a bien un mécanisme dynamique, si au cours de la traversée, si on favorise la disparition de tel type de chaîne latérale sur l'antibiotique, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça ne va pas se rapprocher de l'autre ou non? Pourtant, il y a un web ici, non? Et donc en fait, en raisonnant comme ça, on arrive à voir quels sont les frottements électrostatiques qu'il faut éliminer. Bien entendu, comme on ne peut pas les éliminer chez les bactéries, on va avoir tendance à lisser ces possibilités de frottement électrostatique chez les molécules antibactériennes. Écoutez, je
suis désolé, mais ça résiste. Là, ça doit arriver. Il n'y a pas beaucoup. Bon, donc ça c'est la première partie à ce niveau-là. Et en fait, ce qu'on va essayer de, je suis vraiment désolé, mais là, ça va bloquer le truc. Donc, vous voyez qu'on a défini un certain nombre de paramètres. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est après de voir comment ces paramètres vont jouer en fonction du type de structure d'antibiotique. Et on s'aperçoit, en avançant, qu'en fait, on n'a pas le même type de réponse. Si par exemple, on regarde les vitesses de pénétration de céphalosporine, et l'intérieur des classes de céphalosporine monoanionique, dianionique, ainsi de suite, ou si, de manière plus intéressante, on prend l'exemple des carbapénèmes. Comme vous savez, les carbapénèmes sont quand même les dernières générations d'antibiotiques performants. Et en fait, au-delà des résistances avec le carbapénémase, un des points clés, c'est la vitesse de pénétration. Donc, ce qu'on a trouvé, c'est qu'en fait, il y a une variation, il y a une gradation d'effet de certaines mutations si on regarde la vitesse de pénétration de l'imipénème, du méropénème ou de l'ertapénème. Et en fait, si vous vous souvenez la diapo que je vous avais présentée, ça rejoint un peu ce qu'on a vu par rapport à la relation entre le type de porine exprimé et la sensibilité ertapénème-imipénème. Donc on a maintenant défini un certain nombre d'outils moléculaires qui vont nous permettre d'avancer dans la proposition d'une modification rationnelle au niveau de la structure, que ce soit des céphalos ou des carotènes. On m'a bien planté. Je suis vraiment désolé, mais j'arrive plus à le... Je suis vraiment désolé. Bon, je vais essayer d'improviser. Donc, par rapport à ça, quelles sont actuellement les approches qu'on a développées dans l'équipe? On a développé deux types d'approches. Le premier type d'approche consiste à essayer de déterminer cette fois-ci, non plus à l'échelle de la population, mais à l'échelle de la bactérie isolée, la vitesse d'entraîne d'un antibiotique. Et ça, en utilisant des outils comme le synchrotron, on peut suivre à l'intérieur d'une population l'accumulation intracellulaire de l'antibiotique fluorescent, par exemple le chlorhydrocarbone, et en parallèle, on peut isoler un individu et suivre ce qui va se passer chez cet individu. Et ce qu'on a observé, c'est qu'au sein d'une population qu'on pensait homogène, c'est-à-dire repiquée à partir de la même souche, contrôlée, on a un comportement individuel. Et ce comportement individuel, il traduit le fait que dans un même environnement, un même milieu, dans une même température, et en présence de la même concentration de l'antibiotique, eh bien, on a une vitesse d'accumulation à l'intérieur de la bactérie qui varie en fonction du type d'individu. Alors ceci est particulièrement intéressant parce que si vous avez vu les derniers papiers
au niveau de ce qu'on appelle les prionic cells, il est clair que dans une population bactérienne, on a un certain nombre d'individus qui ne présentent pas le même niveau de résistance ou de sensibilité que l'ensemble de la population. Et en fait, ces résultats cinétiques peuvent expliquer le fait que, sur mettons une population de 1 million d'individus, eh bien, on peut très bien avoir 1000 individus qui ne permettent pas à l'antibiotique de pénétrer à la même vitesse que la cellule à côté. Alors, est-ce que c'est dû, comme on l'a vu précédemment, à une production de polyamine? Est-ce que certaines bactéries sont capables de synthétiser la polyamine et de s'autoprotéger au sein d'une population? C'est une possibilité. Est-ce que certaines bactéries peuvent réguler le niveau d'expression, par exemple de la Porinum P versus la Porinum C, et de telle façon que la cinétique de pénétration soit différente? C'est aussi une possibilité. Et donc on est en train d'essayer de comprendre à la fois la partie physique là-dessus, essayer de définir ce qui différencie au sein de la population ces entités, ces individus qui ont un comportement différent. Mais on essaie aussi de comprendre si ce comportement différent, il est fonction du type de structure mise en jeu. C'est-à-dire, est-ce que par exemple, suivant le type d'antibiotique, on a un effet signal avec, puisque vous savez qu'il existe des systèmes qui sont chargés de sentir l'environnement de la bactérie et de transmettre le signal par un système de transport membranaire, système de composants. Donc, est-ce qu'il existe certaines structures qui sont capables d'activer ce système de transport et donc d'induire une réponse de manière plus rapide par rapport à d'autres bactéries? Est-ce qu'il existe au sein de la bactérie des systèmes qui sont capables de réagir à, par exemple, l'accumulation de métabolites intermédiaires, puisque vous savez que si vous travaillez avec des bêta-lactames, vous allez bloquer les étapes finales d'insertion et d'élongation du peptide glycane, donc vous allez avoir une accumulation de métabolites. Vous savez que ces métabolites au niveau du peptidoglycane sont toxiques au niveau de la cellule, et donc ça, automatiquement, ça peut provoquer un signal stress au niveau de la bactérie, mettre en place un certain nombre de transporteurs. Donc tout ça, c'est tout un certain nombre d'hypothèses qui sont actuellement à l'étude. Et bon, je suis vraiment désolé, mais je vais arrêter là, malheureusement, contraint de forcer. Peut-être pas. Donc simplement pour reprendre à partir de cette slide, je ne vous ai pas parlé de tout ce qui concerne la régulation, parce que vous savez que tout ce qui est transport est très finement régulé au niveau d'une cellule bactérienne, que ce soit tous les systèmes de pénétration, mais aussi tous les systèmes de flux. Et donc simplement pour vous résumer ce qu'on vient de parcourir ensemble, il ne faut pas oublier qu'à partir de ces régulations génétiques, on a cette deuxième étape qui est une modulation au niveau de la fonction et au niveau de l'activité. Et tout simplement, vous avez vu que simplement en synthétisant ce type de polyamine, vous pouvez modifier la vitesse de pénétration à ce niveau-là. Alors simplement, je voudrais juste vous présenter deux slides. C'est que on peut actuellement, en utilisant un certain nombre de composés, moduler le niveau de perméabilité de la membrane bactérienne. Donc le premier des composés qui vous vient à l'idée, c'est par exemple la polymyxine. La polymyxine est capable de générer de manière artificielle des pores au niveau des membranes bactériennes, que ce soit au niveau de la membrane interne et au niveau de la membrane externe. Et quand vous avez, donc c'est ici, vous le voyez en vert, vous apercevez que la polymyxine est capable d'induire la libération dans le milieu, soit de composés périplasmiques, soit de composés cytoplasmiques. Donc c'est un des moyens, à ce niveau-là, d'entre guillemets, de pré-perméabiliser la structure membranaire et de favoriser l'entrée d'autres antibiotiques. De la même façon, vous avez l'exemple ici, eh bien, il existe des huiles essentielles qui ont la caractéristique d'induire
des modifications de la perméabilité membranaire qui ont une activité membranotropique et qui vont favoriser la pénétration d'antibiotiques. Par exemple, vous avez ici le chloramphénicol. Vous voyez que chez cette souche de Pseudomonas, il est 32. Si vous traitez avec l'huile essentielle de Thymus marocornus, vous chutez en dessous de 0,07. Vous avez ici une souche qui est hyper résistante parce qu'elle surproduit une grosse molécule. Et vous passez de 512 à 32. Alors c'est quand même assez intéressant parce que vous avez ici ce qu'on observe avec une molécule commerciale qui est reconnue comme étant un inhibiteur du système des flux à faible concentration. Donc ici vous avez le même niveau de sensibilité et ici vous avez un meilleur niveau de sensibilité obtenu en principe à l'aide d'huiles essentielles. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que quand même les plantes, ça a été quand même parmi les espèces de plantes une des premières à avoir lutté avec le monde bactérien. Donc il y a eu cette espèce de système immunitaire chimique qui a été mis en place. Alors je vais passer ici. Voilà. Donc simplement pour vous situer un peu la problématique à ce niveau-là, c'est qu'en fait, il faut absolument associer non seulement l'aspect, je dirais biologique, microbiologique et bactériologique, l'aspect structure, parce que c'est pas le tout d'avoir une molécule, il faut absolument avoir sa structure, parce que comme vous l'avez vu, quand elle va pénétrer dans un canal, il va y avoir une orientation, une présentation, une exposition de certaines régions qui sont déterminantes pour l'interaction. La modélisation, avec la détermination des régions pharmacophoriques qui sont importantes, et la chimie, pour essayer de modifier tout ça. Donc voilà, actuellement, qu'est-ce qu'on peut définir comme étant les prochains outils et les prochaines méthodes pour essayer de répondre à ce problème de la concentration intracellulaire. La première, c'est essayer de contrôler, comme je vous disais, la concentration de la molécule dans la bactérie. Actuellement, on n'a aucune idée, quand on met un antibiotique en contact avec une bactérie, de sa concentration intracellulaire, et surtout de sa localisation. On peut vous dire qu'il a pénétré. Si je fais un culot de bactéries, il est associé avec un culot de bactéries. Mais où est-il localisé? Par exemple, les grands challenges actuellement, on sait qu'il y a un certain nombre d'antibiotiques qui ont une cible qui est cytoplasmique. Avant d'arriver dans le cytoplasme, ils vont être transitoirement localisés dans le pH. Qu'est-ce qui se passe au niveau des concentrations? Et quand il y a un mécanisme de résistance comme les flux qui se met en jeu, quelle est la localisation qui est affectée par ce mécanisme? Donc ça, c'est une des grosses questions. Essayer d'évaluer l'effet du stress environnemental, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe si on fait varier la température ou les conditions environnementales. On s'aperçoit que ça joue sur l'expression des transporteurs. Qu'est-ce qu'il en est en réalité au niveau de l'individu, de la bactérie individuelle? Essayer de voir quels sont le rôle des porines et de l'influx au niveau des molécules antibactériennes. Vous avez vu, j'ai rapidement survolé ce mécanisme au niveau des céphalosporines et des carbaponiens. Il faut aller un peu plus loin. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'interaction avec le canal? Actuellement, il existe un certain nombre de gènes qui représentent des porines bactériennes et pour lesquels on n'a pas trouvé de milieu permettant l'expression. Il est assez bizarre que ces molécules-là, ces gènes-là continuent à être exprimés, à être présents. Qu'est-ce qu'il en est de la coopérativité? Donc pour l'instant, je vous ai parlé uniquement de l'efflux, je ne vous ai pas parlé de déflux, mais il faut prendre en compte le fait qu'une molécule, une fois qu'elle a pénétré, son histoire ne s'arrête pas. Elle peut être reconnue dans le système des flux et être éjectée. Donc, quid de cette coopérativité entre la pénétration et l'expulsion? Qu'est-ce qu'il en est des groupes pharmacophoriques? Je vous ai mentionné les groupes pharmacophoriques qui peuvent jouer un rôle dans les mécanismes de pénétration. Est-ce qu'on a le même type de relation dans les mécanismes d'expulsion? Actuellement, la réponse est oui. Il y a un certain nombre de groupes pharmacophoriques qui expliquent pourquoi certaines molécules sont des substrats de système des flux. Donc il faut absolument travailler cet aspect synthèse rationnelle à ce niveau-là. Et enfin, étudier les facteurs de risque, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il en est de la régulation des systèmes de transport lorsque une bactérie est en présence d'un antibiotique, ou tout simplement d'une autre molécule, d'un détergent, d'un aussi, et ainsi de suite. Et tout ça, ça offre des champs, je pense, qui sont majeurs pour l'avenir de ces problématiques concernant l'aspect concentration intracellulaire des antibiotiques
Et donc, bon, tout ce que je vous ai présenté, bien entendu, ça rentre dans le cadre de collaboration soit nationale, soit internationale, et en particulier le programme Uni-Translocation, qui actuellement a démarré depuis le début de l'année 2013, et qui rassemble 18 équipes académiques et quasiment toute une équipe pharma. L'objectif étant d'essayer d'aborder, d'approcher, terriblement ambitieux, la structure moléculaire la plus efficace possible pour une molécule antibactérienne. Donc je vous remercie et je m'excuse de ce petit mécanisme de résistance indépendant de mon vélo. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez déjà testé des molécules qui étaient susceptibles de rétablir l'activité antimicrobienne de certaines molécules? Une fois la bactérie résistante, des molécules qu'on peut ajouter à l'antibiotique pour restaurer l'activité. Qu'on appelle soit des escortes molécules, soit des adjuvants, oui. Et on peut jouer à la fois sur la vitesse de pénétration ou diminuer la vitesse de l'expulsion. Ce qu'on pourrait appeler des molécules anti-mécanisme de résistance. Je dirais que le problème du VNM, bon, comme vous le savez, il y a la carbapénémase. Donc on peut espérer saturer l'activité de la carbapénémase en augmentant la vitesse de pénétration de l'ibipénème. Il faut être clair, actuellement, dans le cas du PIO, on a défini une porine qui est l'OPRD, qui pénètre. Actuellement, la question se pose au niveau des enterobactéries. Je pourrais répondre dans le cas de l'ERTA ou du méropénème. Pour l'imipénème, j'ai toujours un doute. Mais on peut augmenter la pénétration. Une question qui vient de mon défaut de culture, mais c'est comme ça, je la pose tout de même. Donc, les polyamines, je ne me souviens plus l'origine des polyamines 2, pardon. Mais les polyamides, si on s'en tient à l'origine de la putrécine, c'est quand il y a des molécules, il y a des systèmes cellulaires qui rentrent en décomposition. Donc c'est des produits de dégradation. C'est des produits de dégradation. Et en fait, dans le cas des bactéries, c'est une molécule de réponse au stress. Parce que ce qui va se passer, c'est que les polyamides, de la densité de NH3+, les tapis, elles sont injectées à l'extérieur et elles vont créer une poussée de charge pour la bactérie. Et donc elles peuvent bloquer les deux types principaux de porines. Complètement. Les deux peuvent être bloqués par ces polyamines. Et donc, on peut imaginer donc, une bactérie relargue une polyamine qui elle-même, je ne sais pas si c'est autocrine, entre guillemets, voilà, bien sûr, c'est exocrine, si je veux dire. Ça, c'est la part du génie bactérien. Ça, c'est pas clair. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai une question, j'ai vu que tu travaillais, tu précises, on travaille à pH 6 par exemple sur les lémanites, donc en quoi est-ce que le pH modifie ou pas? On peut imaginer que le pH peut-être va modifier justement, oui, parce que comme je disais, le caractère électrostatique. Oui, et en même temps, le pH va modifier le niveau de production en bref de la source oxyde. Par exemple, la pH acide, on va avoir tendance, et on le comprend, le pH acide c'est le choc pour la bactérie, donc là on va avoir tendance à synthétiser la porine qui est quand même plus efficace. Alors, ce qu'on sait, c'est qu'à pH acide, on va avoir tendance, il y a un système de régulateurs avec Z opère, de composants de système. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir un défaut de phosphorylation, et donc la porine la plus efficace, on demande à ce qui est phosphorylation. Comme il y a un défaut de phosphorylation, c'est aussi important. Mais alors après. Et les ROS, ça fait quoi? Ah, mais les radicaux libres, alors là, les radicaux libres, ça c'est une autre paire de manches. Il y a le gros débat actuellement au niveau de la synthèse de radicaux libres en présence d'antibiotiques. Moi, je fais partie plutôt de l'église qui est très dubitative. Tu ne crois pas? L'hypothèse est faramineuse. Elle est hyper sexy et tout. Le seul problème, c'est que quand on regarde le type de molécule qui a été utilisé pour doser les radicaux libres, je me demande comment on le fait pour pénétrer. Ça, c'est le premier point.
Et le deuxième point, c'est que quand on regarde la différence qui est obtenue entre l'ampicilline, la Norflo, si mes souvenirs sont bons, il avait utilisé une aminoglycoside, je ne me rappelle plus laquelle, une macrolide, je suis un peu gêné. Et d'autre part, quand il fait le dosage des radicaux libres, il le fait par le système de fax. Donc il ne dose pas l'intérieur. Il dose simplement l'apparition des modifications à la surface. Et ça me gêne un peu. Donc on a un projet là-dessus pour essayer de mettre au point une sonde à ce niveau-là, mais il faut que la sonde elle soit active, que le spectre, il n'y ait pas d'overlap avec le spectre bactérien. Il faut qu'elle pénètre. Et il faut qu'elle soit pas reconnue comme étant une substance. Et tu penses que les roses jouent un rôle dans le contrôle des populations microbiennes en fait? À un moment donné, il y a ces fameux métabolites signaux à l'extérieur. Le problème qu'il y a, c'est que c'est très difficile actuellement de pouvoir avoir une idée cinétique d'une population bactérienne. Tu sais, tu peux très bien aller au sein de la population, isoler des individus et tout. Mais quid de l'aspect cinétique, comment un individu est capable d'évoluer du stade 1 au stade 2 au stade 3? Ça, c'est... Est-ce qu'il y a eu les molécules qui régulent l'expression des origines ou collides pour changer les lactones? Non, toute la série des homocérines lactones, ça c'est pour Rome sensible. Pour les porines, c'est complètement indépendant. C'est par exemple des styles de régulateurs globaux, style MARF, qui régulent les mécanismes de résistance, donc, qui down-régulent les porines, ou tu as par exemple des régulateurs locaux comme OMPIX, qui est sensible au niveau de la membrane, ou des styles AMZ-Doppler, ou les systèmes d'ARN anti-sens. Mais les systèmes lactones et homocérines lactones, c'est complètement indépendant. D'autres questions? Non, mais merci encore, Jean-Marie, de ta présentation.